Jason Howard. Ensuite, nous assistons à l'explosion choquante de Jason Howard dans la salle d'audience, alors qu'il réagit à sa condamnation. Accusé d'avoir tué son ex-petite amie et les 3 enfants de celle-ci, la colère explosive d'Howard perturbe le calme et l'ordre de la salle d'audience. Ce qui rend cet incident encore plus étonnant, c'est que Howard a été frappé à plusieurs reprises alors qu'il était menotté. L'atmosphère de la salle d'audience semblait ordinaire et calme. Jason Howard, un homme soupçonné d'avoir tué brutalement son ex-compagne et les 3 enfants de celle-ci, attendait, menottes au poignet, sa sentence. Personne ne s'attendait à la tournure choquante que prendraient les événements. Dans un accès soudain et inattendu, la colère de Howard a éclaté, brisant la tranquillité de la salle d'audience. La vidéo capture le moment où le chaos s'installe, Howard déchaînant sa fureur sur ceux qui l'entourent. La tension dans la salle devient palpable au fur et à mesure que les émotions d'Howard atteignent leur point d'ébullition. Au milieu de l'agitation, un homme saisit l'occasion pour frapper Howard. Passant par-dessus la balustrade qui sépare les avocats du public, il assène une série de coups de poing à l'accusé. La force des coups prend Howard au dépourvu et il tente d'esquiver l'assaut incessant. Mais la violence ne s'arrête pas là. Un autre homme, poussé par la colère ou le désir de vengeance, saute par-dessus la balustrade et se joint à l'attaque contre Howard. Les officiers de la salle d'audience, surpris par la tournure soudaine des événements, se précipitent pour intervenir et protéger l'accusé. Le délai de réaction des officiers ne fait qu'ajouter à l'intensité de la scène. Il faut environ 10 secondes pour que le premier agent réagisse et saute sur le banc, tentant de maîtriser les agresseurs et de ramener l'ordre dans la salle d'audience. La lutte pour reprendre le contrôle est évidente alors que le chaos se poursuit. Tout au long de l'épreuve, Howard reste sans voix, accablé par l'assaut soudain. La vidéo montre son expression stupéfaite, mélange de choc, de peur et d'incrédulité. Malgré la brutalité de l'attaque, Howard parvient à échapper à toute atteinte physique grâce à l'intervention des agents. Après l'incident, Howard est rapidement examiné par un médecin de la prison pour s'assurer de son bien-être. Heureusement, il ne souffre d'aucune blessure. Le major du shérif du comté de Trumbull, Robert Davis, confirme que Howard est sorti physiquement indemne de cette épreuve. Les agresseurs, identifiés comme étant Lewis West et Sultan Honzu, tous 2 résidents de Warren, sont rapidement appréhendés par les autorités dans le palais de justice du comté de Trumbull. Ils sont accusés d'agression, leurs actes étant filmés pour que le monde entier puisse en être témoin. Pour bien comprendre la gravité de l'emportement au tribunal et de l'attaque choquante contre Jason Howard, il est essentiel de se pencher sur le passé de cet individu perturbé et sur les crimes odieux qu'il est accusé d'avoir commis. Jason Howard, un jeune homme de 24 ans, se trouve au centre d'une série d'événements horribles qui ont laissé une communauté en état de choc. Avant de faire irruption dans la salle d'audience, Jason Howard était déjà inculpé pour un autre incident violent survenu à Warren, dans l'Ohio. Lors de cet incident, Howard est accusé d'avoir tué un homme et d'en avoir abattu 2 autres. Les détails de ce crime font froid dans le dos. Il s'est produit quelques jours avant que les corps de son ex-petite amie, Jameyla West, et de ses 3 enfants ne soient découverts à Columbus, dans l'Ohio, à environ 140 miles au sud-ouest. Jameyla West, une femme de 27 ans, a été brutalement assassinée avec sa fille de 10 ans et ses 2 fils, âgés de 3 et 5 ans. La nature choquante de ces meurtres a provoqué une onde de choc dans la communauté, laissant les amis, la famille et les voisins dévastés. Le lien entre les 2 incidents est indéniable, car Howard est le père du plus jeune enfant qui a tragiquement perdu la vie. La perte de vie innocente et la brutalité des crimes ont laissé un impact durable sur la communauté, modifiant à jamais la vie des personnes impliquées. Alors que se déroule le procès pour les meurtres de Jameyla West et de ses enfants, la salle d'audience devient le théâtre d'une quête de justice. Les accusations portées contre Howard sont graves et les preuves à son encontre sont irréfutables. L'accusation présente un dossier solide, reconstituant méticuleusement les événements qui ont conduit à ces morts tragiques. Tout au long du procès, Howard maintient son innocence, niant avec véhémence toute implication dans les meurtres. Il proclame son innocence devant la cour, insistant sur le fait qu'il n'a pas tué Jameyla West et ses enfants. Cependant, le poids des preuves contre lui est considérable, et nombreux sont ceux qui remettent en question ses affirmations. L'explosion au tribunal et l'agression de Jason Howard qui s'en est suivie ont laissé une marque indélébile sur les familles des victimes, exacerbant encore leur chagrin et leur douleur déjà profonds. Les séquelles émotionnelles de cet incident choquant sont incommensurables, la famille étant aux prises avec le traumatisme et la perte qu'elle a subie. La mère de Jameyla West, Victoria, qui a assisté à toutes les preuves, a été profondément affectée par les événements qui se sont déroulés dans la salle d'audience. Dans une interview accordée au Vindicator de Youngstown, elle raconte les moments déchirants qui ont conduit à l'explosion. Victoria explique que la mêlée a commencé après qu'elle a donné à Howard une tape apparemment inoffensive sur l'arrière de sa tête. En réponse, un adjoint l'a attrapée et l'a mise de force au sol, ce qui a aggravé le chaos. Pour Victoria, l'irruption au tribunal est un rappel douloureux de la tragédie qui a frappé sa fille et ses petits-enfants. Il rouvre les plaies de leur perte
amplifiant le chagrin qu'elle porte dans son cœur. Le poids émotionnel de l'attaque contre Howard, l'homme accusé de lui avoir enlevé ses proches, est incommensurable. En fin de compte, Jason Howard a été condamné à la prison à vie. Cependant, il maintient qu'il n'a pas tué Jamila et ses enfants. Tatiana Fusari. Tout d'abord, nous avons une histoire qui vous laissera sans voix. Il s'agit de l'histoire de Tatiana Fusari, une femme dont la vie a pris un tournant sombre lorsqu'elle a été condamnée à la perpétuité. Les services de protection de l'enfance s'occupaient de Tatiana Fusari et de son mari depuis 2014, après que du THC a été trouvé dans l'organisme de leur nouveau-né le plus âgé. Cette implication antérieure soulève des questions quant à la capacité du couple à fournir un environnement sûr et stimulant à leurs enfants. Tragiquement, leur fille de 10 mois, Mary Welch, ne pesait que 8 livres au moment de sa mort. Bien que conscients de l'insuffisance pondérale de Mary, Tatiana et son mari ont refusé d'avoir recours à une assistance médicale. Ils ont invoqué des raisons religieuses et un manque de confiance dans le système médical pour justifier leur refus. Il est choquant de constater que 2 de leurs 3 enfants n'ont jamais été examinés par un médecin agréé. La négligence et le refus de soins médicaux pour leur fille sont profondément troublants. Ils soulèvent des inquiétudes quant aux priorités du couple et à leur capacité à privilégier le bien-être de leurs enfants. L'intervention des services de protection de l'enfance et les raisons invoquées par Tatiana Fusari et son mari donnent l'image troublante d'une famille en crise. Au cours de l'enquête sur la mort tragique de Mary Welch, 10 mois, les conditions trouvées dans la maison familiale étaient tout simplement horribles. Le shérif du comté a déclaré que la maison était insalubre, avec des traces de vermine, d'insectes et de moisissures. Ces conditions étaient loin d'être adaptées à l'éducation d'enfants et ont soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du couple à fournir un environnement sûr et sain. Le médecin qui a pratiqué l'autopsie de Mary a fait des constatations inquiétantes. L'enfant souffrait de malnutrition chronique qui, selon lui, était le résultat d'une privation délibérée de nourriture et d'eau. Cette révélation est un témoignage déchirant de la négligence et des mauvais traitements subis par Mary au cours de sa courte vie. La combinaison des conditions de vie insalubres et des conclusions du médecin donne une image sombre de l'environnement dans lequel Mary a vécu. Tatiana Fusari et son mari ont fait l'objet de graves accusations à la suite de la mort tragique de leur fille. En août 2018, ils ont été inculpés d'homicide volontaire. La sévérité des accusations reflétait la gravité du crime et la nécessité de rendre justice. La vidéo montrant la réaction de Tatiana et de son mari aux accusations est devenue virale, provoquant une onde de choc dans tout le pays. Leurs expressions d'incrédulité et de choc ont été capturées pour que le monde entier puisse les voir. La vidéo a servi de rappel obsédant des conséquences dévastatrices de leurs actes et de l'impact qu'ils ont eu sur leur entourage. Le caractère viral de la vidéo a attiré l'attention sur l'affaire, suscitant un débat national sur la négligence envers les enfants et l'importance de rechercher une assistance médicale pour les enfants qui en ont besoin. Ce moment a laissé les téléspectateurs sans voix et a mis en évidence l'urgence de tenir Tatiana et son mari responsables de leurs actes. En juin 2020, le mari de Tatiana Fusari, Seth Welch, a dû faire face aux conséquences de ses actes. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré dans la mort de leur fille, Mary Welch. Le tribunal a estimé que ces actes étaient prémédités et accomplis avec intention de nuire, ce qui a conduit à la condamnation la plus sévère possible. Le juge a condamné Seth Welch à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette peine reflétait la gravité de son crime et garantissait qu'il ne pourrait plus jamais être libre. Ce fut un moment de justice pour Mary et un pas en avant vers la responsabilisation des auteurs de ces actes. Au cours de son procès, Tatiana Fusari a pris la parole pour donner sa version des faits. Elle a témoigné des violences qu'elle a subies de la part de son mari, Seth Welch. Tatiana a affirmé qu'il la violait et la battait, la laissant dans un état constant de peur et de soumission. Ces révélations ont mis en lumière la dynamique de leur relation et les rapports de force qui ont joué un rôle dans les événements tragiques qui se sont déroulés. Tatiana a également déclaré qu'elle n'était pas autorisée à emmener sa fille, Mary, chez un médecin. Elle a fait valoir que les mauvais traitements qu'elle a subis l'ont empêchée de s'occuper correctement de son enfant. Tout en reconnaissant la détérioration de l'état de santé de sa fille, elle a affirmé qu'elle n'avait pas remarqué la gravité de la situation et qu'elle ignorait la cause exacte du décès de Mary. Le témoignage de Tatiana présentait un récit complexe, entremêlant ses expériences d'abus et sa défense concernant son incapacité à fournir des soins adéquats à Mary. Il a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire et soulevé des questions sur l'étendue de sa culpabilité dans la tragédie. En novembre 2021, Tatiana Fusari a été condamnée à son tour. Le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré. Cela signifie que Tatiana passera le reste de sa vie derrière les barreaux, sans aucune chance d'être libérée. Cette peine reflète la gravité de son crime et la perte irréversible de la vie de sa fille.
Outre la peine de prison à perpétuité pour meurtre, Tatiana a également été condamnée à une peine de 15 à 30 ans de prison pour maltraitance d'enfants au premier degré. Cette peine supplémentaire a mis en évidence la reconnaissance par le tribunal du préjudice infligé à Mary et la nécessité de tenir Tatiana pour responsable de ses actes. Christopher Rodriguez. Ensuite, rejoignez-nous pour explorer les événements qui ont conduit à la condamnation, les détails déchirants du crime commis par Christopher Rodriguez et sa réaction émotionnelle au verdict. Cette histoire vous amènera à vous interroger sur la profondeur de la dépravation humaine et sur les conséquences qui en découlent. Alors que nous commençons notre voyage dans l'affaire choquante de Christopher Rodriguez, explorons d'abord les événements qui se sont déroulés jusqu'à ce jour mémorable. Tout a commencé en septembre 2017, lorsque Larissa Rodriguez, la mère de Jordan Rodriguez, 5 ans, s'est retrouvée dans une situation horrible. Christopher, le petit ami de Larissa à l'époque, a amené le jeune garçon dans sa chambre, dans un état semi-conscient. Au lieu de demander une aide immédiate ou de contacter les autorités, Larissa et Christopher ont pris une série de décisions glaçantes. Ils ont décidé de donner une douche froide au garçon, puis l'ont placé dans le lit de Larissa, où il est resté pendant 24 heures. Tragiquement, l'état de Jordan s'est aggravé et il a finalement perdu la vie. Plutôt que d'affronter l'inimaginable réalité de leurs actes, Larissa et Christopher ont fait un choix choquant. Ils ont décidé d'enterrer le corps sans vie de Jordan dans leur propre jardin, en l'enveloppant dans des sacs remplis de naphtaline pour empêcher les animaux de déranger la tombe. Pendant 2 mois, la vérité est restée cachée jusqu'à ce qu'un tuyau provenant du Pakistan et fourni par le propre frère de Christopher, Scott Rodriguez, conduise les autorités à l'horrible découverte. Scott, militaire en mission à l'étranger, reçoit un appel de Christopher qui avoue avoir enterré le corps de Jordan. Dans un appel désespéré à la justice, Scott a exhorté son frère à se rendre à la police. Christopher ne l'ayant pas fait, Scott a pris sur lui de contacter les autorités, s'assurant ainsi que la vérité serait révélée. L'enquête a conduit les autorités à l'appartement de Larissa Rodriguez, où, après 2 jours de fouilles minutieuses, elles ont découvert le corps sans vie du jeune Jordan le 19 décembre. Le bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga a confirmé par la suite que la mort de Jordan était due à un homicide, bien que la cause exacte n'ait pas pu être déterminée. En outre, il a été découvert que Jordan avait déjà subi des blessures, notamment une fracture du poignet et plusieurs côtes cassées, ce qui indique des antécédents de maltraitance infantile. Ces événements choquants ont ouvert la voie au procès et à la condamnation de Christopher Rodriguez. À la suite de leur arrestation, Christopher et Larissa ont plaidé coupables de plusieurs chefs d'accusation graves liés à la mort de Jordan Rodriguez, âgé de 5 ans. L'accord de plaidoyer, conclu en juin de l'année précédente, a permis au couple d'éviter un procès pour meurtre, passible d'une peine de prison à perpétuité. Au lieu de cela, ils ont plaidé coupables d'homicide involontaire, d'agression criminelle, de mise en danger d'enfants et de sévices graves sur un cadavre. Cet accord a été conclu en collaboration avec les procureurs et a préparé le terrain pour les audiences de détermination de la peine qui ont suivi. Les procureurs et les avocats du couple se sont mis d'accord pour recommander une peine de 20 à 25 ans pour les 2 accusés. Cependant, lors de l'audience de détermination de la peine, la juge Nancy Margaret Russo a pris une décision choquante. Alors que Larissa Rodriguez a été condamnée à 25 ans de prison, la juge Russo a rejeté la peine recommandée pour Christopher Rodriguez. L'impact émotionnel de l'affaire a été évident lors de l'audience de détermination de la peine. Alors que les procureurs présentaient des photographies du corps sans vie de Jordan, la juge Russo a fondu en larmes, exprimant son incrédulité et prononçant les mots « Je ne sais pas comment vous faites pour vivre avec vous-même » directement à Christopher Rodriguez. Après l'accord sur le plaidoyer et l'audience de détermination de la peine, Larissa Rodriguez, la mère de Jordan Rodriguez, 5 ans, a dû faire face aux conséquences de ses actes. La juge Nancy Margaret Russo, qui présidait l'affaire, a prononcé une peine de 25 ans d'emprisonnement à l'encontre de Larissa. La condamnation de Larissa Rodriguez a été un moment décisif dans la salle d'audience. Au moment où le juge a prononcé la sentence, le poids du crime et son impact sur la jeune victime et la communauté sont devenus évidents. Larissa, qui avait plaidé coupable aux accusations d'homicide involontaire, d'agression criminelle, de mise en danger d'enfants et de sévices graves sur un cadavre, risquait maintenant une longue période d'incarcération. La peine de 25 ans reflète la gravité de l'implication de Larissa dans les événements tragiques qui ont conduit à la mort de Jordan. Elle rappelle que le système judiciaire ne tolérera pas de tels actes de négligence et de maltraitance, en particulier lorsqu'ils entraînent la perte d'une vie innocente. La charge émotionnelle de la condamnation était palpable. Larissa Rodriguez, qui avait été présente tout au long du procès et des audiences suivantes, devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. L'impact du crime sur le juge, l'accusation et la communauté dans son ensemble était évident alors qu'il s'efforçait de faire en sorte que justice soit rendue. Après la condamnation de Larissa Rodriguez,
l'attention se porte désormais sur Christopher Rodriguez, le co-accusé dans cette affaire déchirante. Christopher, qui a plaidé coupable d'homicide involontaire, d'agression criminelle, de mise en danger d'enfants et de sévices graves sur un cadavre, attendait son sort alors que la salle d'audience se préparait à prononcer la sentence. La juge Nancy Margaret Rousseau, connue pour son engagement inébranlable en faveur de la justice, a été confrontée à la tâche difficile de déterminer la peine appropriée pour Christopher Rodriguez. Rejetant la peine recommandée de 20 à 25 ans, elle a pris une décision audacieuse. Christopher a été condamné à la peine maximale de 28 ans de prison. La gravité du crime et son impact sur la communauté ont pesé lourd dans l'esprit de la juge Rousseau lorsqu'elle a prononcé la sentence. La salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions, allant du choc au soulagement, alors que l'on réalisait que Christopher passerait près de 3 décennies derrière les barreaux pour son rôle dans la mort de Jordan Rodriguez, un enfant de 5 ans. La réaction de Christopher à la condamnation a été un moment d'intense émotion. Alors que les mots du juge résonnaient dans la salle d'audience, le visage de Christopher exprimait toute une gamme d'émotions, de l'incrédulité au remords. Le poids de ses actes et les conséquences qu'il encourt désormais étaient palpables, laissant aux personnes présentes le sentiment de l'impact profond de cette affaire tragique. La peine de 28 ans rappelle brutalement que le système judiciaire ne tolérera pas des actes aussi odieux. Elle témoigne de l'engagement de la Cour à tenir les individus responsables de leurs actes, en particulier lorsqu'ils entraînent la perte d'une vie innocente. Jasmine Gordon. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas déchirant de Jasmine Gordon et sur sa réaction à la condamnation prononcée pour son implication dans la mort tragique de sa fille de 3 ans, Jamila Smith. Dans un quartier tranquille de la banlieue de Détroit, un crime horrible s'est déroulé, bouleversant la vie des personnes impliquées. Jasmine Gordon, une mère de famille de 24 ans, et son petit ami Clifford Thomas, 33 ans, se sont retrouvés au cœur d'une tragédie qui allait laisser la communauté en état de choc. C'est un jour de septembre que la tragédie a frappé. Des témoins affirmeront plus tard que la fille de Gordon, Jamila Smith, âgée de 3 ans, ne respirait plus lorsque sa mère l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. La panique s'est emparée de l'air tandis que Madame Gordon appelait à l'aide, son désespoir étant évident pour les personnes qui l'entouraient. Lakeisha Taxton, technicienne médicale d'urgence, se souvient parfaitement de cette scène bouleversante. Elle a décrit comment la voix de Madame Gordon tremblait de peur alors qu'elle cherchait frénétiquement de l'aide pour son enfant inanimé. Taxton a demandé à plusieurs reprises à Gordon ce qui s'était passé, mais la jeune mère est restée silencieuse, refusant de fournir la moindre réponse. En examinant le corps sans vie de Jamila, les professionnels de la santé ont découvert une série de blessures inquiétantes. Le docteur Kilak Kesha, médecin légiste au bureau du médecin légiste du comté de Wayne, a décrit l'étendue du traumatisme infligé à la jeune fille. Des abrasions ont été constatées sur son bras droit, ainsi que des abrasions cicatrisantes sur le front, la région de la tempe droite, la poitrine, le haut du dos et le bas du dos. Le nombre et la gravité des blessures ont laissé l'équipe médicale stupéfaite. Les procureurs présenteront plus tard des preuves suggérant que Gordon et Thomas sont responsables des 50 blessures trouvées sur le corps de Jamila. Cette révélation choquante a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, car l'ampleur des abus est apparue au grand jour. Les blessures ne se limitaient pas à la surface extérieure. Des hémorragies internes ont été découvertes dans la tête, l'estomac et même le pancréas déchiré de Jamila. La brutalité infligée à cette enfant innocente dépasse l'entendement. Au cours du procès, l'avocat de la défense, Steve Bullock, a tenté de mettre en doute la cause des blessures de Jamila. Il a suggéré que la jeune fille aurait pu se blesser en heurtant des objets. Cependant, le docteur Kesha a rapidement écarté cette possibilité, soulignant que les blessures nécessitaient des impacts multiples sur plusieurs objets. L'accusation a soutenu que Gordon n'avait rien fait pour sauver Jamila, alors que l'enfant présentait des symptômes de septicémie, ce qui a conduit à sa mort prématurée. La salle d'audience a été remplie d'un mélange d'émotions, au fur et à mesure que les détails du crime étaient mis à nu. Gordon, accablé par le poids des accusations portées contre elle, a fondu en larmes. Les procureurs ont affirmé que ces larmes n'étaient pas dues à des remords, mais plutôt à une tentative futile d'attirer la sympathie. Ils ont fait valoir que l'inaction de Madame Gordon et le fait qu'elle n'ait pas cherché à obtenir de l'aide pour sa fille témoignaient d'un mépris insensible pour la vie de Jamila. Dwayne Smith, le père de Jamila, a également témoigné à la barre pendant le procès. Il a raconté un incident troublant survenu quelques semaines avant la mort de sa fille. Lorsque Gordon a déposé Jamila, Dwayne Smith a remarqué que la jeune fille boitait et avait des ecchymoses sur la jambe. Soucieux du bien-être de sa fille, il a interrogé Gordon au sujet de ses blessures. Mais celle-ci n'y voit qu'une simple éruption cutanée, ce qui déstabilise profondément Smith. Frustré par le manque d'action de Gordon, Smith a contacté les services de protection de l'enfance, CPS, pour leur faire part de ses préoccupations. Malheureusement, ces efforts sont restés sans réponse et les conséquences tragiques de cet échec n'ont pas tardé à se manifester.
Il a été révélé par la suite que les services de protection de l'enfance avaient visité la maison quelques semaines avant l'incident et n'avaient trouvé aucune raison de s'inquiéter. L'incapacité du système à protéger Jamila entra les personnes impliquées dans cette affaire. En fin de compte, Clifford Thomas et Jasmine Gordon ont été inculpés d'homicide involontaire, d'homicide volontaire, de meurtre au second degré et de maltraitance d'enfants au second degré. Au fur et à mesure du déroulement du procès, la salle d'audience est devenue un champ de bataille où s'affrontent récits et arguments juridiques. John McWilliams, l'un des avocats de la défense de Gordon, a fait valoir qu'il y avait de sérieuses questions concernant les blessures de Jamila et la question de savoir si elles résultaient d'une maltraitance. Il a suggéré que la jeune fille avait peut-être des problèmes médicaux préexistants qui ont conduit à un diagnostic erroné et à une mauvaise compréhension de la situation comme étant de la maltraitance. Monsieur McWilliams a dressé le portrait d'une mère désespérée, accusée à tort et prise dans un engrenage de circonstances tragiques. Malgré l'accumulation de preuves contre eux, l'équipe de défense a continué à plaider pour l'innocence de leurs clients. Ils ont mis en doute la crédibilité des témoins et ont tenté de jeter le doute sur les arguments de l'accusation. La salle d'audience est devenue un champ de bataille d'arguments juridiques, chaque partie défendant farouchement sa position. À l'approche de la fin du procès, la tension dans la salle d'audience a atteint son paroxysme. L'explosion choquante de Dwayne Smith au cours du prononcé de la sentence, lorsqu'il s'en est pris à Clifford Thomas sous le coup de l'émotion, a ajouté une nouvelle dimension dramatique à un procès déjà intense. Le chaos qui s'en est suivi a momentanément perturbé la procédure, laissant toutes les personnes présentes dans la salle d'audience en état de choc. La juge, Margaret Van Houten, a la lourde tâche de rétablir l'ordre et de veiller à ce que justice soit rendue. La sentence sera un moment décisif qui déterminera le sort de Jasmine Gordon et de Clifford Thomas. La salle d'audience retient son souffle, tandis que la juge s'apprête à rendre son verdict. Une fois le chaos retombé, le juge a poursuivi le prononcé de la sentence. La salle d'audience a retenu son souffle à l'annonce des sentences, espérant que justice soit rendue. Jasmine Gordon a été condamnée à une peine de 7 à 15 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire et à une peine de 14 à 25 ans d'emprisonnement pour sévices à enfants au premier degré en tant que complice. Ces peines seront purgées concomitamment, ce qui permettra à Jasmine Gordon de faire face aux conséquences de ses actes. Clifford Thomas, quant à lui, a été condamné à une peine de 6 à 15 ans pour homicide involontaire et de 1 à 2 ans pour résistance et obstruction à un officier de police. La salle d'audience était remplie d'émotions mitigées lorsque les peines ont été prononcées. Certains estimaient que la peine n'était pas suffisante pour les crimes odieux commis, tandis que d'autres pensaient que justice avait été rendue. Jasmine Gordon a fondu en larmes devant le poids de ses actes et les conséquences de ses choix. La salle d'audience a été témoin des émotions brutes d'une mère qui a perdu son enfant et qui doit maintenant faire face à la réalité de son rôle dans cette tragédie. L'accusation a prétendu que ces larmes n'étaient pas dues à des remords, mais plutôt à une tentative désespérée d'attirer la sympathie. La condamnation a marqué la fin d'un long et douloureux chapitre dans la vie des personnes impliquées. La salle d'audience s'est retrouvée aux prises avec la perte dévastatrice d'une jeune vie et les conséquences qui en ont découlé. La décision du juge visait à donner un sentiment de clôture et de justice à l'affaire, mais les cicatrices laissées derrière resteront à jamais. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.